Souvent, les gens disent faire du cash flow, mais tu peux faire du cash flow négatif aussi. Donc ça s'appelle une trésorerie, pour le coup, non excédentaire, mais plutôt déficitaire. Quand vous achetez cash, vous faites un méga cash flow. Et ça ne veut pas dire que votre investissement est hyper rentable. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut tout le monde, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler de cash flow et je sais que vous adorez ça. En attendant, je joue un petit peu avec mes boutons. Voilà, je peux augmenter le son et tout. Je m'éclate dans ce studio, c'est vraiment pépite. La voûte studio en centre-ville de Toulouse. Allez, cut. Voilà, allez, on va parler de cash flow parce que c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui. Clairement, je sais que ça fait rêver beaucoup de monde. Évidemment, tout le monde a envie de faire du cash flow, de générer de la trésorerie excédentaire, etc. Donc déjà, le cash flow, c'est quoi ? C'est juste un flux de trésorerie, un cash flow, flux de trésorerie, flux d'argent, flux de cash. Donc il peut être négatif comme positif. Souvent, les gens disent faire du cash flow, mais tu peux faire du cash flow négatif aussi. Donc ça s'appelle une trésorerie, pour le coup, non excédentaire, mais plutôt déficitaire. Moi, je voulais juste préciser que faire du cash flow, ça fait rêver les gens, mais le vrai cœur de l'enrichissement quand même au niveau de l'immobilier, c'est vraiment l'effet de levier et le remboursement du capital amorti grâce notamment indirectement au loyer des locataires, puisque même si évidemment c'est vous qui êtes responsable du remboursement de votre emprunt, de cet effet de levier que vous avez activé, donc vous êtes quand même responsable à 100%, et bien c'est quand même grâce au loyer des locataires, et c'est ça qui fait l'effet de levier intéressant dans l'investissement immobilier. Je ne rentre pas dans le détail de l'effet de levier, des maths financières, etc. Mais il y a plein de documentation là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'immobilier fait partie de ces leviers d'enrichissement où on peut s'enrichir en partant de pas grand-chose grâce notamment à l'emprunt bancaire. Mais malgré tout, il y a des gens qui veulent, en plus de cet enrichissement qui est plutôt latent, dont d'ailleurs je parle dans mon bouquin ou dans plusieurs contenus ici sur YouTube ou sur mon podcast Money Tree, mais malgré tout, il y a des gens qui veulent aller au-delà de cet enrichissement latent. Cet enrichissement latent qui est fait donc notamment par le remboursement du capital, par les plus-values à long terme, mais aussi par ce cash flow, soit déficitaire, soit excédentaire, qui rentre dans le calcul de l'enrichissement latent. Encore une fois, en description de l'épisode, on vous met un lien vers la capsule qui explique le concept de l'enrichissement latent que j'ai développé dans mon livre. Donc c'est un triptyque, l'enrichissement latent, et donc il y a le cash flow qui fait partie de ce triptyque que j'ai défini. On va s'arrêter aujourd'hui sur le cash flow. Le cash flow, clairement, si vous achetez un investissement cash, 100 000 euros par exemple, vous achetez un investissement 100 000 euros, il vous rapporte net de charge 500 euros, eh bien ça veut dire que vous faites, par mois, ça veut dire que vous faites 500 euros de cash flow par mois, parce que vous avez acheté cash et vous n'avez aucun emprunt à rembourser. Maintenant, si vous n'avez pas acheté cash et que vous avez mis que 10 000 euros d'apport, emprunté 90 et que je dis une bêtise, vous avez 450 euros d'emprunt à rembourser, eh bien vous ne faites que 50 euros de cash flow. Par contre, vous remboursez du capital, puisque dans ces 450 euros, dépendamment, et c'est là la clé aussi de l'effet de levier, dépendamment du taux auquel vous avez emprunté, vous allez plus ou moins vous enrichir de manière latente grâce au capital remboursé qui, je le précise ou le répète, se bonifie dans le temps, puisque moins vous avez de capital restant dû sur votre prêt, plus vous remboursez à échéance équivalente de capital, puisque vous aurez moins d'intérêts forcément, parce que les intérêts sont calculés sur le capital restant dû. Et c'est pour ça que les intérêts baissent, évidemment, avec le temps. Donc pour en revenir au cash flow, quand vous achetez cash, vous faites un méga cash flow. Et ça ne veut pas dire que votre investissement est hyper rentable, parce que ça veut dire que vous pouvez avoir un rendement pourri. En fait, vous pouvez faire du cash flow en ayant un rendement pourri, et vous pouvez avoir un rendement important en ayant un cash flow final à la fin de votre investissement archi pourri aussi. Et vous pouvez avoir un emprunt beaucoup trop important, avec un coût de l'argent trop important. Si votre rendement est important aussi, mais que les frais financiers grèvent tout ça, vous aurez un cash flow qui va être pourri. Donc en fait, le cash flow n'est absolument pas lié au taux de rendement. C'est ça que je veux préciser, que c'est important. On vous met aussi d'ailleurs dans la description la capsule sur la différence entre le rendement et la rentabilité. Le rendement, qui est vraiment une notion très court-termiste, ne prend absolument pas en compte les flux de trésorerie, justement. Alors que la rentabilité à terme d'un investissement
hypothétique ou réel une fois qu'on a arbitré cet investissement à la fin, va prendre en compte justement toutes ces notions de flux de trésorerie, en soi, le cash flow. Donc ça, c'est vraiment clé. Ne vous dites pas, retenez bien, ne vous dites pas que le rendement est lié au cash flow ou que le cash flow est lié au taux de rendement. Encore une fois, vous pouvez avoir un gros taux de rendement brut et avoir un cash flow pourri et inversement. Voilà. Le deuxième vraiment impact, je l'ai cité un peu tout à l'heure, c'est le coût de l'argent. C'est-à-dire qu'en fonction du coût de l'argent que vous empruntez, forcément, votre cash flow va être plus ou moins fort et le remboursement du capital aussi. Aujourd'hui, avec des taux autour, là je vous parle, on est deuxième semestre 2024, avec des taux autour de 3,84% sur 20 ans, 25 ans, on a forcément des cash flows qui sont impactés. Est-ce que ça veut dire que l'investissement de manière intrinsèque est moins bon aujourd'hui qu'il y a 4 ans où les taux étaient peut-être à 1,5? Intrinsèquement, votre investissement, c'est le même. C'est le même bien, il se situe au même endroit et vous y mettez les mêmes typologies de locataires et vous leur faites payer les mêmes loyers, voire même un peu plus parce que ça a augmenté les loyers depuis. Puisque vous savez que c'est l'augmentation des loyers selon plusieurs indices, mais notamment l'indice de révision des loyers classique, hein, parce qu'après vous avez l'indice aussi des loyers commerciaux, etc., des locaux commerciaux et autres. Mais classique sur le bail d'habitation, il suit pas mal l'inflation. Des fois, il est capé, etc. Mais si vous avez de l'inflation, forcément, les loyers augmentent. Si vous avez de la déflation, de la stagnation, forcément, les loyers stagnent ou l'indice baisse un petit peu aussi. D'ailleurs, souvent, les propriétaires bailleurs ne révisent pas les indices quand les loyers baissent, mais plutôt quand les loyers montent. Tout ça pour vous dire que l'investissement, c'est le même. Et que si vous aviez acheté cet investissement cash, vous ne feriez peut-être pas le calcul de la même manière, puisque acheter un investissement cash à 100 000 euros, par exemple, il y a 4 ans, et acheter un investissement cash à 100 000 euros aujourd'hui, vous coûterez la même chose. Sauf qu'à l'époque, l'argent était moins cher, donc il valait mieux emprunter. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il ne faut plus emprunter, je dis qu'il faut emprunter différemment. C'est-à-dire que vous pouvez déjà mettre plus d'apports, et vous devez mettre plus d'apports, parce que c'est mathématique. Quand vous bougez un curseur d'un côté, ça a des effets de bord, forcément. Donc, le premier effet de bord, ça va être l'apport. Le deuxième effet de bord, ça va être les mensualités de crédit, puisque le taux de mon crédit va vraiment impacter la mensualité de crédit et donc l'apport que je vais devoir mettre au départ si je veux être soit en autofinancement, soit en cash flow positif, soit en cash flow négatif et que je suis prêt donc à faire un effort d'épargne forcé pour mon projet immobilier. Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'investissement est mauvais parce que vous faites un effort d'épargne. Au contraire. Vous faites, admettons, 100 € d'effort d'épargne. Si, à côté de ça, ça vous permet de rembourser 400, 500, 600, 700, voire 1000 € de capital sur votre tableau d'amortissement de l'emprunt bancaire, eh bien, ça veut dire que le levier est bon. Hein. Si vous remboursez 1000 € de capital par mois grâce au loyer des locataires, notamment dans votre projet global immobilier, et que vous faites un effort d'épargne de 100, ça veut dire que vous avez un levier de 1 pour 10, ce qui est un levier d'enrichissement énorme. D'autant que ce levier va être beaucoup plus important avec le temps, puisque votre effort d'épargne va s'amoindrir avec le temps car les loyers vont augmenter et vous rembourserez, comme je le disais tout à l'heure, sur un tableau d'amortissement. Je vous invite à tous à lire un tableau d'amortissement d'un emprunt bancaire. Vous rembourserez de plus en plus de capital au fil du temps. Donc, c'est gagnant. Augmentation des loyers, remboursement et qui plus est, vous pouvez aussi renégocier les taux bancaires dans le temps, soit avec votre propre banque, soit en faisant racheter le prêt par une autre banque. Ça, on suggère de le faire quand il y a à peu près 1 point de pourcentage, il n'y a pas d'école scientifique, mais quand il y a à peu près 1 point de pourcentage de différence entre le taux emprunté initialement et le taux d'emprunt moyen aujourd'hui. Admettons, vous avez emprunté à 4 il y a 1 an. Si demain les taux baissent en dessous de 3, ça peut être intéressant de rediscuter. Voilà, il y en a qui le font autour de 0,80, ça peut fonctionner aussi. En fait, ça va dépendre des frais de sortie que vous aurez. Si vous avez négocié aussi des exemptions d'indemnité de remboursement anticipé, et aussi si vous avez des frais de dossier de sortie ou des frais de dossier, surtout sur le nouveau rachat. Voilà, donc ça, c'est de la mécanique un petit peu personnelle à avoir en fonction de sa situation et des emprunts qu'on va avoir et qu'on pourrait avoir demain.
Voilà, j'espère que c'est assez clair sur toute cette notion de cash flow. Ce qu'il faut encore une fois retenir, c'est que le cash flow n'est en aucun cas corrélé avec un taux de rendement, mais plutôt avec une rentabilité globale d'un investissement. Il est surtout aussi très corrélé avec le taux d'emprunt que vous aurez sur votre emprunt bancaire, ou enfin, plutôt pour résumer, votre modalité de financement de ce projet immobilier et la ventilation entre vos fonds propres, à savoir l'apport que vous mettez dans le projet et l'argent que met la banque à votre place, et donc du coup de l'argent de cette banque. Voilà. J'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube. Ça se passe par ici. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous solliciter sur les réseaux sociaux si besoin, si vous avez des questions, réagir aux publications aussi de cette capsule et également nous contacter par tout autre moyen, par mail, sur notre site, etc. Moneytree.fr, c'est le site du podcast et de la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas aussi à aller réagir là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou peu importe ce que vous faites. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule, mais surtout avec des super invités qu'il va y avoir dans les semaines à venir et qui vont nous partager tout plein de savoir, d'expérience et aussi tout simplement de vécu autour de l'immobilier et du monde de l'investissement au sens large et sans tabou. Je le dis dans l'intro et je vous laisse tout de suite avec la outro. À très bientôt. Ciao, ciao.